bonjour à tous. Bienvenue dans cette session Finance éthique ou Finance en toc. Je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous ont une opinion bien tranchée sur le sujet. Alors, pour essayer d'y répondre à cette question, nous avons deux invités, deux orateurs de marque. Nous avons Aurore Laluc, qui a cofondé l'Institut Veblen, puis qui a été élue au Parlement européen en 2019 et qui préside l'intergroupe sur le New Green Deal en faveur de la transition écologique et sociale. Donc elle est très proactive. Et nous avons Stéphane Boujna. Bon, là, je ne suis pas bien sûr qu'il faille le présenter parce qu'il est parti sur tous les fronts à la fois, partout en Europe aussi. C'est un Européen puisqu'il a fait grossir, depuis qu'il est président du directoire d'Euronext, il a fait grossir Euronext en achetant progressivement différentes plateformes de cotation et a permis à Euronext de devenir la première place de cotation en Europe. Alors, finance éthique, finance en toc, on demande toujours beaucoup à la finance. Jusqu'à récemment, la préoccupation essentielle, c'était il faut absolument que la finance finance l'économie réelle. Et on s'inquiétait du poids de la sphère financière par rapport justement en comparaison au poids de l'économie réelle. Et puis, il y a eu des interrogations également sur le fait que certains investissements étaient absolument indispensables, mais que leur rentabilité ne se produisait qu'à très long terme. Et en face, on a le court-termisme des marchés financiers, ce qu'on a appelé à une époque la dictature du return on equity. Alors, il va falloir absolument simplifier la question sur la finance éthique, parce que finalement, la finance n'a pas à être morale. Elle doit être amorale, mais elle ne doit pas être immorale non plus. Ce n'est pas la même chose. Donc, on va évacuer quand même la dimension morale de ce débat, parce que nous sommes aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence et non pas aux rencontres philosophiques d'Aix-en-Provence, ça viendra peut-être. Et puis surtout, peut-être parce qu'on n'a pas le temps d'énumérer tous les comportements non éthiques des acteurs financiers ou non financiers d'ailleurs. Alors, donc ici, on va se concentrer sur l'inclusion de critères extra-financiers dans les prises de décision des acteurs. Et ce débat, quant à l'inclusion des critères extra-financiers, a beaucoup évolué au fil du temps. Au siècle dernier, il apparaît avec le principe d'exclusion. On doit exclure certains investissements. Ou encore celui de responsabilité sociale qui apparaît dès le milieu du siècle dernier. Et il y a un économiste célèbre qui a beaucoup réagi à ces critères qui apparaissaient, c'est Milton Friedman, pour qui la seule responsabilité sociale d'une entreprise était celle vis-à-vis des actionnaires. Donc là, le message était clair. Alors, au cours des années 2000, on voit le débat évoluer, on voit apparaître le concept d'investissement responsable, c'est un peu vague. Et puis, depuis une dizaine d'années, on passe à la finance durable, qui est là définie à partir de la prise en compte par les investisseurs dans leur choix d'investissement de trois critères essentiels, ESG, les célèbres ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance. Alors, premier problème, c'est que ces critères, chaque groupe de critères contient lui-même un grand nombre de critères, donc on s'y perd un peu. Deuxième problème, tout le monde s'accorde à ce qu'il faut que la finance soit durable, mettons éthique dans notre controverse. Mais le problème, c'est que la dimension politique, voire géostratégique, s'est insérée dans les débats. Un exemple tout simple, comment concilier les investissements dans l'armement et la défense avec des critères ESG? Question, alors qu'on en a besoin. Donc en fait, la tâche des acteurs financiers, elle est bien complexe et la dérive de certains d'entre eux ne plaide pas en leur faveur. Et on peut prendre quelques exemples très récents sur l'affaire des Cum, les faillites frauduleuses tant des plateformes crypto que de Wirecard en Allemagne, l'offre d'ETF de crypto à effet de levier, des cotations de coquilles vides telles que les SPAC. Bref, la liste pourrait être longue, mais c'est dommage de s'attarder sur cette liste parce que malgré tout, quelque part, et sans doute grâce à la réglementation, il y a des améliorations dans l'orientation des investissements pour faire de la finance une finance un peu plus durable. Alors ma première question, justement, c'est à mes deux intervenants, c'est
quelle est votre définition d'une finance éthique et quelle est votre opinion sur la situation actuelle? Alors Stéphane, on y va? Bon, merci beaucoup d'être ici, de votre invitation. Je suis très honoré d'être aux côtés de Aurore, qui, je voudrais souligner cela, Aurore Lalucq a été élue au Parlement européen et a repris avec discrétion et une redoutable efficacité un peu le modèle de ce que faisait Pervenche Bérez autrefois ou M. Lamassoure, c'est-à-dire ce petit groupe de membres du Parlement européen qui, avec beaucoup de détermination et de travail, assure une autorité intellectuelle qui permet de fabriquer de la régulation européenne dans laquelle s'expriment des préférences collectives françaises. Tous les parlementaires européens n'ont pas la même détermination et du coup le même impact. Donc je suis très, très honoré d'être sur le même panel. Alors, Aix, ce n'est pas vraiment l'endroit où on fait un effort pour circonscrire les notions, hein. C'est un endroit où on navigue selon la chaleur entre le café du commerce et la science. Et on se console parce que de toute façon, qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours très agréable. Donc le titre est un peu attrape-tout et il était essentiellement formulé pour essayer de remplir la salle, objectif jusque-là atteint. Plus sérieusement, quelques réflexions assez primaires, mais la finance, avant de se poser la question de savoir si elle est éthique, de quoi il s'agit? La finance, depuis plusieurs milliers d'années, ça sert à résoudre deux problèmes. Résoudre le problème des gens qui ont trop d'argent et qui n'ont pas d'idées, et résoudre le problème des gens qui ont trop d'idées et pas d'argent. Donc c'est un système d'allocation d'une ressource trop abondante, mais pas de rendement, vers des gens qui ont des projets et qui n'ont pas de ressources. Ça, l'éthique n'a rien à voir avec tout ça. La deuxième chose, c'est que la finance, depuis, disons, la fin du XXe siècle, a acquis une spécificité qui est que c'est un des moyens les plus ultimes de faire circuler très très vite très beaucoup d'informations, très très loin, à très beaucoup de gens, en très même temps. Et donc la rapidité, la volumétrie, l'intensité de l'information qui circule dans les outils que permet la finance sont sans précédent. Et ça, c'est une innovation qui permet à la finance d'être un vecteur de diffusion de préférences collectives. Le troisième élément, c'est que des choses primaires mais fondamentales, et après on peut parler d'éthique plus facilement, c'est que l'argent a une odeur. C'est-à-dire qu'à part la fonction de l'argent dans le moyen de paiement, où là, la transaction au moment du paiement épuise la relation, toutes les autres relations que j'ai évoquées, c'est-à-dire l'allocation de ressources pour permettre des financements, expriment une préférence collective. Il y a 4000 ans, quand vous étiez en Égypte, une fois que vous avez dormi, mangé et que vous vous êtes reproduit dans votre hutte, tout le surplus va dans un seul projet, une seule allocation des ressources collectives, qui est la construction de grands monuments funéraires pour le chef. Au Moyen-Âge, une fois que le surplus est réalisé, une fois que les besoins fondamentaux sont réalisés, l'essentiel du surplus va dans des capex de plusieurs dizaines d'années, qui est la construction de grands édifices religieux pour le groupe majoritaire. Ou, pour les OPEX, la libération du tombeau du Christ. C'est là qu'on alloue des ressources considérables. Ensuite, on décide que la meilleure manière d'utiliser les ressources, le surplus, c'est qu'une famille de chrétiens s'entretue avec l'autre famille de chrétiens pendant la Renaissance. Et puis arrive la révolution industrielle, qui est le monde dont on est en train de sortir, où on découvre ce truc magique pour allouer, grâce à une notion de rendement, de plus-value, des ressources vers des appareils productifs. Et donc on s'est habitué, depuis la fin du XIXe siècle, à ce que les gens allouent leur argent vers là où il y a du rendement, de la plus-value. Depuis quelques années, même pas une dizaine d'années, une partie des investisseurs disent « je veux du rendement, je veux de la plus-value, je veux de la liquidité, mais en plus, je veux que, parce que l'argent a une odeur, parce que mon investissement, je veux que tu réalises quelque chose pour une gouvernance plus transparente, une contribution au bien commun local et une contribution significative à la décarbonisation de l'économie. C'est un peu comme si chacun d'entre des investisseurs dans les gros gisements d'investissement au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, etc., disait « je veux un petit bout de pyramide, un petit bout de cathédrale, un petit bout de croisade, un petit bout de guerre de religion dans mon investissement ». Donc l'investissement
est l'expression d'une préférence collective. En ce sens, la discussion sur l'éthique se pose là-dessus en disant « Ah, est-ce que la finance peut être le vecteur d'un truc que les économistes, moi je ne suis pas économiste, mais j'ai un peu de souvenir de quand j'étais jeune et mince et que j'étudiais cette matière, est-ce que ça produit des externalités positives? Est-ce que parce que je prends l'épargne des investisseurs et que je finance la transition énergétique, est-ce que c'est bien et donc c'est éthique? Oui, mais la finance a toujours porté des préférences. Et les préférences évoluent, donc la finance s'alloue là où les préférences vont. J'ajoute un dernier point qui permet de réconcilier le monde de la fin du 19e, du 20e et avec le monde du 21e siècle, c'est qu'il se trouve que la décarbonation de l'économie génère le plus gros gisement de capex ever depuis la révolution industrielle. On est sur des dizaines de trillions d'euros qu'il va falloir mobiliser sur la planète. Je crois que BlackRock dit entre 3 et 5 trillions par an jusqu'à 2030 pour transformer l'appareil énergétique. Donc forcément, les gens qui seront positionnés pour être présents sur cette mutation vont réaliser des investissements intéressants. Parce qu'il y a 2-3 trends, je finis juste là-dessus, il y a 2-3 trends qui sont de la même ampleur, c'est le vieillissement de la population et la fragmentation de la mondialisation. Si vous êtes sur un ou deux, ces deux trucs-là, que ça soit éthique ou pas, c'est un moment de réallocation des investissements qui, naturellement, draine la finance. Ok, donc finance collective parce que expression des préférences collectives. Qui change, oui. Mais Vespasien disait quand même que l'argent n'avait pas d'odeur. Aurore? Moi, je dis que l'argent a une odeur, hein, juste pour être clair. Vespasien et sa grande contribution au soulagement de la physiologie des humains disait que l'argent n'avait pas d'odeur. Moi, je dis qu'il a une odeur. Okay. Je suis assez d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je suis moi-même extrêmement honorée et heureuse d'être ici avec vous deux et avec Stéphane pour les raisons que vous venez d'entendre. En fait, je crois qu'il n'y a pas besoin de rajouter. Sur la question éthique et TOC, en fait, effectivement, si on parle de finance éthique, on arrive tout de suite sur de la finance en TOC, à mon sens. C'est une espèce d'arlésienne qui est tout le temps présente. Quid de l'éthique en finance, qui nous emmène dans des débats pseudo-philosophiques, comme vous l'avez parfaitement dit. On va se retrouver avec de la bonne et de la mauvaise crématistique façon Aristote. On va avoir du Spinoza, du Kant, du machin, du truc. Et on va déboucher in fine sur pas grand-chose. Si on parle maintenant de l'éthique en finance, là aussi on va se retrouver finalement avec quelle éthique? Est-ce qu'on va parler des Quakers? Est-ce qu'on va parler de la finance islamique, etc. C'est le meilleur moyen en fait d'éteindre quelque part le débat. Le débat est mort avant même de l'avoir commencé, si on commence à aborder la question à mon sens très très large d'éthique en finance. Et d'ailleurs souvent dans les autres secteurs, quand on essaye de les réorienter, on parle rarement d'éthique. Par exemple, l'agriculture, on va faire de l'agriculture biologique avec un cahier des charges relativement précis. Dans le domaine du commerce, on va faire du commerce équitable avec, là aussi, un cahier des charges relativement précis. On va rarement être sur des choses comme ça, un petit peu vagues, à la recherche d'un supplément d'âme, finalement. Donc aujourd'hui, Stéphane l'a parfaitement décrit, il y a un foisonnement d'innovation pour avoir d'investissements responsables, de la finance verte, etc. Et effectivement, de toute façon, à partir du moment où on a des initiatives comme ça qui se déploient, il y a à boire et à manger. Certains vont nous dire la finance verte, c'est du greenwashing, vont nous dire c'est la solution miracle à tous les problèmes. En fait, c'est un peu tout ça fondamentalement. Pourquoi? Parce que ça se fait sur une base volontaire et qu'il y a un besoin de réglementer, il y a un besoin de légiférer pour pouvoir retrouver un petit peu ces petits. Et l'enjeu aujourd'hui pour la finance, à mon sens, pour le dire rapidement, c'est qu'elle ne soit pas bloquante dans le domaine de la transition écologique, et c'est aussi la gestion de tout ce qui va être les actifs et jouets, qui est un tout petit problème, à mon avis, auquel on devra faire face. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est là. Et je reprendrai les mots de quelqu'un que vous connaissez dans cette enceinte qui s'appelle Jacques Mistral. Jacques Mistral, suite à la crise de 2008, il avait eu ces mots « La finance, il faut la comparer au nucléaire ». En fait, c'est potentiellement aussi explosif et dangereux que le nucléaire, et donc il faut très très bien la réglementer. On n'a pas besoin d'un nucléaire éthique, on a besoin d'un nucléaire
réglementée, c'est exactement la même chose pour la finance. Je vais filer cette métaphore de Jacques Mistral. On a besoin non pas d'une finance éthique, mais d'une finance réglementée au service de l'économie qui elle-même doit se mettre aujourd'hui au service de la transition écologique. Et tout ça doit être défini par quelque chose qui s'appelle le politique. Alors oui, mais si on veut avoir une définition précise, il faut passer à des critères quantitatifs. Alors quel genre de critères quantitatifs on va utiliser? De l'exclusion, de la progression, de la prise en compte d'un seul critère à la fois? Vous voyez, j'ai un processus décarboné, mais pour y arriver, je fais travailler les enfants en Asie du Sud-Est. Comment on fait pour mesurer en fait ces il faut bien critères comprendre, extra-financiers? il faut bien comprendre qu'on est en train, et pardon d'être un peu emphatique, mais je ne vois pas comment ne pas l'être, de vivre un des moments de transformation du capitalisme. Je sais que ça a l'air pompeux de dire les choses comme ça, mais et puis on ne s'en rend pas compte parce que ça va prendre 20 ans. Les préférences, les attentes des gens qui ont de l'argent par rapport à ce qu'ils attendent de l'utilisation qu'on en fait, sont en train de changer institutionnellement, et c'est avec, comme je le disais, comme autrefois de la liquidité, de la plus-value et du rendement, mais aussi une satisfaction que ça procure, et les gens et l'utilisation de ces fonds est en train de se professionnaliser avec la mise en place d'un certain nombre de normes qui définissent ce qui est vert, ce qui est brun, ce qui est ESG, ce qui n'est pas. La difficulté, c'est la longueur de cette transition. Aujourd'hui, il y a un premier biais, c'est qu'on appelle ESG un espèce de fourre-tout, un peu comme le denier du culte. C'est-à-dire de l'ESG, là-dedans, il y a de l'environnement, il y a des choses qui sont qui sont du charity business dans les pays qui n'ont pas d'État-providence et qui sont en fait des évidences qui sont traitées par la fiscalité, la redistribution et l'action locale dans les pays européens. Et puis vous avez le G, qui est le modèle libéral de gouvernance, c'est-à-dire diversité au sens large et transparence dans la gouvernance des entreprises cotées. Mais en fait, c'est des pommes et des oranges. La réalité, c'est trois logiques extrêmement différentes. Donc vous avez des indices ESG. Nous avons 90% des nouveaux indices que nous produisons chaque année, maintenant, qui sont des indices qui sont en lien avec ces problématiques ESG. Soit exactement en ESG, le CAC 40 ESG à Paris, le MIB ESG à Milan, l'OBX ESG à Oslo, l'AEX ESG à Amsterdam, etc. Soit des indices plus strictement liés à la décarbonisation, de façon à ce que les investisseurs institutionnels, les asset managers, puissent flécher leurs investissements vers des objets qualifiés, caractérisés comme verts, pour satisfaire les demandes de leurs propres investisseurs en amont, les épargnants. C'est un travail très long, c'est un travail dans lequel il y a un foisonnement de normes qui se consolide progressivement. Et je voudrais finir là-dessus, c'est un travail dont il faut se féliciter que les autorités politiques, les gens qu'on élit en Europe, aient pris la responsabilité. Parce que ce qui est fondamental, c'est que puisqu'il s'agit de performance, d'indicateurs de performance non financière, puisqu'il s'agit de performance d'indicateurs idéologiques, est-ce que c'est mieux d'avoir de la diversité ou pas de diversité, et comment tu définis la diversité dans les boards? Est-ce que c'est mieux d'avoir une action locale ou pas? Tout ça, c'est des choses politiques. Bon, on va demander il est préférable. Non, je finis, je conclus. Il est préférable que ce soit des gens comme Aurore qui décident de ça, avec d'autres, avec Javier, Sven, Helmut, Giovanni et quelques filles dans un groupe, et qui décident ensemble, parce qu'ils ont été élus, ce que vont être ces normes, plutôt que ce que nous avons vécu il y a 30 ans, où les normes comptables qui ont déterminé la différence entre ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut pas quelque chose, ce qui existe et ce qui n'existe pas dans le bilan, c'est-à-dire les normes IFRS, qui ont été élaborées par une assemblée opaque de comptables, essentiellement nord-américains et britanniques, qui ont défini la norme comptable qui s'est imposée au reste de la planète. Moi, je préfère que, s'agissant de normes extra-financières, ce soit le produit d'une délibération politique avec des gens qu'on élit, avec toutes les imperfections, mais au moins le fait que ce soit des normes qui expriment le système de valeurs européen, et c'est le sens de la directive qui est en chemin.
Je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qui vient de dire. Ce qu'on a essayé de faire au niveau européen, en fait, c'est déjà de comprendre ce qui se passait. Pour pouvoir faire la transition écologique, on avait besoin d'identifier, d'avoir de la transparence, pour pouvoir aussi voir l'évolution. D'où toute la mise en place, effectivement, d'un corpus législatif assez lourd, c'est vrai, il faut bien le dire, mais qui, à mon sens, et qui est parfait. On va le perfectionner, bien sûr, on va le simplifier, il sera plus efficace. Mais c'était absolument nécessaire. Donc il y a eu la taxonomie, qui a fait beaucoup parler d'elle, où l'idée c'est de classer les activités. Mais on a aussi tout un corpus législatif sur la finance durable, avec de l'article 6, de l'article 8, de l'article 9, pour définir ce qui fait du bien, ou pas de bien, ou rien du tout, à l'environnement. On va continuer dans ce sens. C'est parfaitement juste ce qui a été dit sur la question du conflit, d'ailleurs, avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un conflit, on va y revenir tout à l'heure, avec les États-Unis sur la question de la matérialité. C'est-à-dire que nous, ce qui va nous intéresser au niveau européen, c'est de comprendre l'impact, non pas uniquement que le dérèglement climatique peut avoir sur les entreprises, par exemple, mais aussi l'impact que peuvent avoir les entreprises sur les questions environnementales. C'est la double matérialité, ce n'est pas uniquement la matérialité financière, c'est l'ensemble qui va nous intéresser. Et là-dessus, effectivement, on est en conflit ouvert avec les Américains. On est en train de travailler sur les critères ESG. Il y a un texte législatif qui vient d'être proposé par la Commission européenne. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, là aussi, ça a été dit, tout ça, ce sont des initiatives tout à fait opaques. Et dedans, il y a à boire et à manger. Il y a des choses super, il y a des choses qui le sont beaucoup moins. On a besoin de savoir comment sont définis les critères E, S et G. On a besoin de connaître la méthodologie. On a besoin que ces critères aussi ne soient pas substituables. Sinon, on additionne des choux et des carottes. Et on se retrouve aussi avec des scandales du type Orpea ou avec des entreprises pétrolières qui ont des fantastiques critères ESG. On a aussi besoin de sortir d'une approche de type best in class, pour le dire clairement, parce que le mieux du pire, ça reste toujours pas très... ça reste pas terrible. Donc on va travailler sur le sujet du critère ESG prochainement au niveau européen, justement pour pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça et que finalement cette transition écologique devienne un peu plus réalité. Oui, alors on a effectivement absolument besoin des régulateurs. Il y a à peu près 250 régulateurs qui s'occupent des critères extra-financiers en ce moment. Il y a 450 labels environnementaux, 17 objectifs de développement durable, 80 initiatives de reporting. Et quand on regarde les rapports des entreprises, financières ou non financières, comme par exemple celui d'Euronext, il y en a presque la moitié qui sont consacrés à... l'objectif des critères extra-financiers dans l'activité au quotidien. Alors c'est un peu inquiétant parce que quand il y a une prolifération des normes, ça facilite les comportements d'optimisation des acteurs et que, comme vous l'avez très bien souligné, il y a un réel enjeu stratégique transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Alors j'aimerais quand même, pour conclure cette session, savoir si on peut recréer, si on a de l'espoir. Est-ce que pour une fois, les Européens vont l'emporter en imposant leurs normes au monde entier? La réponse est oui. Et d'abord, mais la réponse est oui parce qu'on n'est pas là pour se plaindre et geindre. On est là pour transformer les choses et faire en sorte qu'elles arrivent. Donc évidemment, on est au milieu d'un processus, il y a une décantation et dans c'est l'opportunité, c'est que ceux qui seront les plus déterminés, comme c'est le cas du Parlement européen, vont imposer avant d'autres des standards plus importants que les quelques entreprises privées nord-américaines. Je voudrais conclure moi sur un point que vous avez mentionné en introduction, qui est l'inclusion de la sécurité et la défense dans les critères ESG. Il est absolument fondamental, et cette bataille a été gagnée pour le moment en ce qui concerne la dissuasion. Les entreprises qui contribuent à la dissuasion en France sont éligibles à tous les critères ESG. BlackRock a décidé de faire la même chose aux États-Unis pour les entreprises qui participent parce qu'il y a une reconnaissance un peu théorique avant la guerre en Ukraine et beaucoup plus évidente depuis la guerre en Ukraine que si nous pouvons avoir le mode de vie que nous avons ici, pour qu'il y ait en France les rencontres d'Aix, Mediapart, des juges pénibles, et toutes sortes de choses de cette nature, il nous faut une dissuasion nucléaire, des forces spéciales pour aller éliminer les méchants au fin fond du Sahel, et un certain nombre d'outils qui sont extrêmement coûteux, d'anticipation, de renseignement, etc. Et l'évidence que cet appareil de sécurité et de défense doit faire partie des différentes industries qui assurent notre mode de vie et la faisabilité
des ambitions ESG est absolument fondamentale. Je crois qu'un certain nombre de nos voisins en Europe qui n'avaient pas ces traditions industrielles sont en train de le reconnaître. Aurore ? Je plus sois. Ensuite, sur la question des... comment dire ? Oui, effectivement, il y a une prolifération des normes, etc., etc. Et oui, ça peut être des fois embêtant de faire du reporting. Sincèrement, je pense que le dérèglement climatique, c'est bien plus contraignant et c'est bien plus dur à gérer que de faire un reporting qui, oui, coûte un peu d'argent, qui, oui, des fois, n'est pas forcément... on n'a pas fait forcément les meilleurs textes législatifs, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il va falloir choisir votre camp camarade. Le message, il est très clair. On se retrouve dans une situation géopolitique très tendue. Et on ne sait pas quel va être le prochain président des États-Unis. On ne sait pas comment la Chine va se comporter prochainement. Et donc, on va avoir besoin que tous les acteurs européens soient avec nous et soient derrière nous. Et nous, on essaiera effectivement de les protéger au mieux, en faisant, si possible, à un moment un saut fédéral au niveau européen, mais aussi en protégeant ceux qui vont dans le bon sens côté finance. On se retrouve dans une situation où des acteurs financiers, tu parlais de BlackRock, sont accusés de faire de la finance woke aux États-Unis parce qu'ils osent aborder la question des critères ESG, et sur le continent européen se sont vus comme des grands méchants, etc., qui participent à la pollution de la planète. Voilà le type de difficulté aujourd'hui dans laquelle on va se retrouver. Et nous, à un moment, au niveau européen, il faudra effectivement qu'on sorte les muscles, voire même les crocs, et qu'on fasse quelque chose qui s'appelle défendre nos industries, quelles qu'elles soient, et faire de la souveraineté, de l'autonomie stratégique, pour le dire clairement. Donc, si j'ai bien compris, ni finance éthique, ni finance en toc, mais finance tactique. Finance au service de la souveraineté européenne et de l'autonomie stratégique. Tactique, ok. Merci à vous tous.